14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Il y a un domaine où on est finalement assez peu maître de nos choix, c'est bien le domaine amoureux. Et oui, il semble bien qu'il y ait une part de nous inconsciente, comme dirait mon invitée Hélène Vecchiali, qui nous pousse à aller vers celui ou celle qui va nous bouleverser. Alors pas toujours dans le bon sens, et c'est peut-être ça le problème. Hélène Vecchiali vient de sortir un livre qui démontre que dans notre existence, eh bien parfois il y a des moments où on est un peu bloqué, comme si on n'arrivait plus à sortir d'une situation qui ne nous convient pas. Et pour en sortir, on est obligé de dénouer le nœud du problème. Et c'est donc à ce moment-là nécessaire de comprendre justement quel est le problème et comment on peut dénouer ce nœud. Et c'est vrai que parfois, un vrai travail, non pas sur soi, comme on dit, mais en soi est nécessaire. Ça m'a donné envie d'aborder cette question avec vous. Est-ce que l'on fait des meilleurs choix amoureux quand on a appris à savoir qui on est réellement ? Voilà, moi je lance la question et je vous invite évidemment à venir donner votre avis en nous appelant au 0826 300 300. Alors, je vais vous présenter Hélène Vecchiali dans un instant, mais bien sûr, je vous donne le petit programme du jour. En devise, après les infos, on va méditer. N'écoute pas ce qu'on dit, mais ce qu'on dit des autres. Vous verrez, c'est très intéressant. En Love Conseil, je vous propose Home Sweet Home. En Sexo Conseil, comment se préparer mieux à un acte sexuel suivant sa personnalité. Et puis dans nos 3 minutes pour convaincre, est-ce qu'on aime mieux quand on se connaît bien ? Hélène Vecchiali, merci d'être avec nous et merci pour ce livre. Alors c'est un livre franchement grand public, je le précise parce que comme ça parle de thérapie, ça pourrait vous effrayer, mais pas du tout. Ça s'appelle Bienvenue en thérapie, c'est aux éditions Larousse. Et alors vous nous racontez 17 histoires de vos patients, mais des vraies histoires. Et à chaque fois, il y a un moment clé, un moment où ça fait tilt et vous dénouez avec le patient, bien sûr, le nœud du problème. Et puis il y a ensuite un film qui illustre ce problème. Et moi qui suis terriblement cinéphile, grâce à vous Hélène Vecchiali, je me suis dit que peut-être quand j'étais plus jeune, le cinéma que j'adore m'a peut-être aidé à comprendre la psychologie humaine et m'aide aujourd'hui peut-être à tout entendre. Peut-être. Merci d'abord Brigitte pour l'invitation. Effectivement, j'ai voulu écrire un livre tout public et en particulier mettre à mal plusieurs clichés sur la psychanalyse. Tout d'abord, le psychanalyste qui est silencieux, qui dit pas un mot pendant toutes les séances, donc heureusement c'est faux. Il dit rien quand le patient dit il pleut, les cheveux mouillent, la pluie mouille, les cheveux poussent, le soleil brille. Mais dès que le patient dit quelque chose qui est profond, qui est intéressant, qui parle de lui vraiment, voilà, qui parle vraiment de lui, là il va rebondir, il va l'accompagner. Donc ça c'est le premier cliché. Le deuxième, c'est les psys voient tout, entendent tout, savent tout de nous. On n'a même pas besoin de parler, rien qu'en nous regardant, ils ont tout deviné. Eh bien non, heureusement. Les psys savent que si le patient a parlé. Ensuite, l'autre cliché, c'est moi je pourrais être psy puisque mon voisin de palier me raconte sa vie, que tout le monde vient me parler. Non, parce que le psy, il a d'abord lui-même suivi une psychanalyse et ensuite il a des connaissances théoriques. Donc tout ça, ça me paraissait important de faire tomber ces clichés. Et puis comme vous le disiez, donc ces 17 patients pour lesquels j'avais envie de montrer l'efficacité de la psychanalyse. Donc ce sont que des psychanalyses réussies grâce aux patients. Ce qui ne veut pas dire évidemment que toutes les psychanalyses sont réussies, non, évidemment. Bien sûr, voilà, je le précise dans l'introduction, mais là, c'était certains de ces patients qui m'avaient particulièrement marqué. Et à chaque fois, il y a ce moment de bascule. Donc c'est 17 fois une structure où il y a le récit avec le moment de bascule, il y a le concept que je vulgarise, et puis un film, 17 films qui sont en lien avec le sujet en question. Et c'est peut-être ça qui peut intéresser le grand public, je trouve, dans ce livre Bienvenue en thérapie aux éditions Larousse, parce que quand on connaît pas trop bien, on en a entendu parler, mais qu'est-ce que c'est que le complexe d'Oedipe, qu'est-ce que c'est que le désir, qu'est-ce que c'est que le secret,
rentrées, de familles, eh bien vous expliquez à chaque fois de manière très grand public et bravo parce que c'est pas toujours évident d'expliquer ces concepts qui sont des concepts pourtant essentiels. Hein. On peut pas comprendre l'être humain si on n'a pas un minimum de compréhension de ces concepts. Oui, j'ai essayé d'être très pédagogique parce que ces concepts tombent pas du ciel. Hein. Freud les a développés en partant de la clinique, en partant de la vie de tout le monde. Donc c'est parce qu'il a remarqué des faits qui se répétaient qu'il a pu créer ces concepts. Hein. Et c'est pas l'inverse. Hein. On n'a pas pris des concepts et puis on a essayé à tout prix de faire entrer les gens de force à l'intérieur. Donc ça me paraissait important effectivement d'être très pédagogique et de rendre ça très abordable. Et il y a une autre chose que je souligne parce qu'on a tendance à entendre toujours que les psychanalystes ne s'intéressent pas au corps, etc. Eh bien, dans ce livre, vous dites quelque chose que je répète souvent, hein, le corps ne ment jamais. Oui. Et j'aimerais bien que vous expliquiez justement à ceux qui nous écoutent à quel point notre corps ne nous trahit jamais, mais qu'on ne l'écoute pas assez. Oui, mais déjà, là aussi, dans la psychanalyse, où d'aucuns pensent qu'il s'agit simplement d'élucubration intellectuelle, absolument pas. Le corps est très présent dans la psychanalyse et en particulier, c'est grâce à notre corps qu'on sait que l'interprétation est juste. C'est-à-dire que si on est allongé sur le divan ou assis en face du thérapeute et que tout d'un coup il y a quelque chose qui se dénoue, eh bien c'est notre corps qui en premier va ressentir ce dénouement. Et ça passe par le corps avant de passer par la parole. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, puisque vous parliez des relations amoureuses, tous les couples qui se sont défaits, eh bien, lorsqu'on entend l'homme ou la femme parler des débuts de la relation, à chaque fois, ils disent « Oui, je sentais bien qu'il y avait un petit truc qui allait pas. J'étais pas très à l'aise. Voilà, mais j'ai pas écouté. Je suis passée en force par-dessus ça. Et puis après, bien sûr, il y a toutes les maladies psychosomatiques. On sait que... et les accidents, d'ailleurs. Oui. Quand on se tord la cheville ou quand on se fait une sciatique, par exemple, le jour de la rentrée. Voilà. Tout ça, c'est pas anodin. Voilà. On sait que le corps parle. Le corps parle et si on l'écoute pas, il va répéter. Et puis après, au bout d'un moment, il risque de répéter un peu fort si on l'a pas vraiment écouté. Alors j'ai choisi comme angle aujourd'hui deux aspects et puis on verra ceux qui intéressent le plus ceux qui nous écoutent et on les invite évidemment à réagir. Alors soit un événement qui vous a bouleversé, qui vous a permis de changer un peu votre vie, d'y voir plus clair, plus clair. Donc venez nous raconter ou venez nous raconter si vous êtes en train de subir quelque chose qui est vraiment important pour vous et qui vous empêche de savoir quel chemin prendre. Et puis, autre angle que j'ai choisi aussi, est-ce que quand on a fait un travail, non pas sur soi, mais en soi, j'ai trouvé que c'était important, de la nuance, est-ce que on est capable de faire de meilleurs choix amoureux? Qu'est-ce que vous diriez à ça? Oui, bien sûr, parce que qu'est-ce qui nous prédispose à des choix amoureux négatifs ou toxiques ou enfin inadaptés? Eh bien, c'est le fait qu'on n'ait pas repéré des répétitions. Par exemple, je pense peut-être à certaines femmes qui vont de façon répétitive être la maîtresse d'hommes mariés. Eh bien, souvent, mais après c'est au cas par cas, donc je fais des généralités, mais bien évidemment au cas par cas, mais très souvent on sait qu'il y a quelque chose dans la rivalité avec la mère. Donc l'homme serait marié avec une femme, la mère, symboliquement, et la maîtresse serait là pour essayer de récupérer cette rivale qu'elle a eue quand elle était petite. Et on voit bien que tant que cette maîtresse qui est dans une relation adultère
a pas réalisé qu'elle répétait quelque chose d'un désir oedipien envers son père, ben, elle va répéter. Et le jour où tout d'un coup elle va voir clair dans ce qu'elle répète, ben, c'est fini. Plus jamais elle va s'intéresser à un homme marié. Ça va être... Oui, mais les hommes les mieux, ils sont quand même souvent pris, Hélène Vecchiali. Mais non, c'est une légende, ça. Pas du tout. Je plaisante, évidemment. Allez, on parle de tout ça avec vous. N'hésitez pas, 0826 300 300. Qu'est-ce que vous avez envie de nous raconter ? On vous attend, bien sûr. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Hélène Vecchiali aujourd'hui, à l'occasion de ce livre Bienvenue en thérapie aux éditions Larousse. Bonjour Audrey. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Hélène. Bonjour Audrey. Et donc vous allez réagir sur les choix amoureux qu'on fait au départ, dictés par évidemment les repères qu'on a eus. Tout à fait. Alors effectivement, comme tout le monde ou beaucoup de personnes, on refait toujours les mêmes schémas. Je dirais les mauvais choix. Pour ma part, j'étais vraiment pas alignée. J'ai rencontré plusieurs thérapeutes jusqu'à rencontrer vraiment quelqu'un qui a tout détricoté, qui m'a amené beaucoup de clarté. En fait, mes parents étaient auto-centrés et je n'existais pas en fait. Et vers l'âge de 6 ans, je me suis dit, dans ma tête, je le vois très bien, je me suis dit, de toute façon, tu seras toujours seule. Et je me suis construite en fait. Vous n'aviez pas de frères et sœurs ? Non, fille unique. Et en fait, je me suis construite avec cette pensée inconsciemment. Et j'ai été vraiment toujours concentrée sur les autres et sur le bien-être et le bonheur des autres. Donc en fait, j'ai vraiment excentré mon attention et ma construction en fait. Oui. Et ce besoin de reconnaissance, forcément, ça a été en prenant soin de mes parents. Et forcément, après, de prendre soin de mes compagnons, et ce qui fait que je n'étais pas alignée et pas ancrée. Je pense que pour être bien avec quelqu'un, il faut être clair sur soi-même et se connaître. Et c'est parce que vous étiez malheureuse en amour que vous avez été consultée plusieurs fois, Audrey ? Je sentais que j'avais un besoin énorme d'être sincère envers les autres et de tout donner, et qu'il y avait un décalage, et c'était pas forcément l'inconfort amoureux, parce que j'ai eu des histoires 10 ans et 11 ans, mais je sentais qu'il y avait un décalage et que j'avais quelque chose de plus profond à chercher pour être mieux en couple en fait. Et c'est quand j'ai eu plus d'énergie et que finalement les couples se sont arrêtés, parce que j'étais moins intéressante aussi, j'ai fait des choix bien spécifiques, que je me suis dit mais comment ça se fait ? Voilà. Quand vous parliez de répétition, en fait, vous vous sentiez seul dans les couples. C'est-à-dire, ça allait toujours dans le même sens, c'est-à-dire de vous vers eux, mais il n'y avait pas de retour forcément. Exactement. Et ce sentiment de solitude, oui, d'accord. Complètement. Je pense à deux messages que j'ai reçus justement hier de femmes qui se sentent seules et vides. Et je trouve que ça m'a touchée, parce que je crois qu'en effet, ce qu'aide le travail sur soi, pour reprendre l'expression la plus connue, c'est que ça nous remplit. Et à partir de ce moment-là, on n'a plus ce sentiment de vide qui nous pousse à prendre quelqu'un comme compagnon. Tant pis si c'est pas la personne qui est vraiment bien, mais au moins ça remplit le vide. Ça vous parle ça ou pas, Audrey ? Oui, ça me parle, et c'est surtout que j'ai grandi je pensais en rébellion par rapport à mes parents, et puis finalement ce vide, je pensais ne pas l'avoir. Je pensais avoir une richesse. Je pense que c'était une fausse richesse quelque part, enfin une pommade, vous voyez, un masque joyeux, positif. Il y avait vraiment ça. Donc je cherchais pas forcément que l'autre me remplisse, mais j'ai quand même, vous voyez, cherché des hommes brillants. Quand même. Oui, et puis c'est vrai que quand on donne et qu'on est préoccupé par le bien-être de l'autre, on peut penser, et c'est aussi vrai, qu'on est généreuse, qu'on est attentive, qu'on est altruiste. Mais au bout d'un moment, quand on n'est pas plein de soi, eh bien, on se rend compte que c'est pas forcément de l'abnégation, c'est que inconsciemment, on attend quand même un retour, et qu'à force d'absence de retour, on réalise qu'il nous manque quelque chose, c'est nous-mêmes, quoi.
Ce qui m'a fait réagir, moi, c'est la naissance de ma fille. Oui. Parce que, bon, j'ai 54 ans aujourd'hui, et la naissance de ma fille, elle a 8 ans et demi. Là, je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Il y a de l'énergie, de l'amour et des bases et une bonne vision des choses, une bonne construction à donner à cet enfant. Et c'est ça qui m'a. C'est-à-dire, vous avez repéré que ce que vous donniez à votre fille, votre mère ne vous l'avait pas donné, c'est ça? On m'a aidé à le voir. Voilà, un thérapeute, parce que moi, je voulais pas le voir. Oui. Voilà, j'avais le déni en disant c'est comme ça, ils ont fait ce qu'ils ont pu et c'est vrai. Mais bien sûr, la question n'est pas de reprocher à ses parents, comme vous le dites très justement, les parents ils font ce qu'ils peuvent et ils font s'ils font mal, c'est parce qu'ils peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas eu la capacité de comprendre ce que c'était qu'un parent. Mais en même temps, à un moment donné, il faut aussi comprendre que les carences qu'on a sont dues justement à nos parents et donc on n'y est pour rien. Voilà, cette construction-là. Et par rapport au couple, je sentais qu'il y avait des choses, mais ça n'a pas été vraiment déclencheur. Parce que je disais, dans un couple, on est 50-50. Peut-être que l'autre personne, il aurait pu m'aider à comprendre certaines choses, mais j'avais pas choisi non plus le profil pour m'aider, en fait. Oui. Donc, mais j'avais pas cette conscience-là à ce moment-là, et c'est vraiment la maternité qui m'a remué. Voilà. Oui. Et est-ce que vous avez eu l'impression aussi que, même si un enfant, on lui donne beaucoup, mais l'enfant vous donne aussi? Et peut-être qu'à ce moment-là, vous avez ressenti que vous l'aviez pas ailleurs, quoi. Alors oui, cet amour et cet échange, il est assez incroyable. Donc effectivement, j'ai dû accepter de recevoir. Par contre, tout a découlé aussi. Je me suis rendu compte parce que elle est très autonome, elle est très très indépendante. Et du coup, je me suis dit, est-ce que t'as pas loupé quelque chose? Donc là, le lien s'est recréé avec ce que j'ai entrepris, etc. Mais je me suis dit, du coup, je la pousse peut-être à tout prendre aussi et à ne rien donner. Donc c'est pour ça que ça m'a vraiment boosté. Donc un beau parcours, vraiment, bravo. Ah merci. Et puis il faut y croire en fait. Il faut y croire parce que on peut être fatigué. Moi j'ai fait un burn-out. On peut être fatigué, ne plus trouver le sens, vraiment son cœur, son intuition. Et vous parliez du corps tout à l'heure. Le seul message que j'avais, comme quoi ma décision était bonne ou comme quoi la chose me touchait ou me parlait, c'était de frissonner. Et voilà, c'était vraiment... J'y tiens, alors que le mental ou le cœur, je n'arrivais plus à les entendre. En fait, le mental, oui, mais le corps, de toute façon, on transmet tout. Mais vous savez, un burn-out, ça fait partie des éléments chocs qui peuvent nous faire prendre conscience qu'il est temps de faire ce travail en soi. Oui. Et c'est très violent parce qu'on se dit... Bien sûr. Je suis costaud, tout va bien, ça va y aller, ça va avancer. Mais puis il faut accepter. C'est l'acceptation aussi, je trouve. J'ai mis quelques mois quand même à accepter que j'étais en burn-out et je ne m'autorisais pas de baisser quelque part, de ne plus être comme je pensais être. Voilà, l'image que j'avais de moi-même. Et j'aime bien l'expression que vous avez utilisée 2 fois, Audrey. Vous êtes alignée. C'est tellement... Enfin, je trouve qu'en plus, c'est une expression qui est très visuelle. Oui, et c'est vrai que être aligné, ça veut dire entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je ressens et ce que je fais, tout est droit, quoi. Si on dessine un bonhomme, on peut tracer une ligne, la tête, la bouche, le cœur et les mains. Voilà, on est complètement aligné. C'est une belle expression. On dit aussi congruence, qui est... oui, très bien. C'est moins facile à dire dans une conversation. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui connaissent pas bien ce mot-là. Oui, on dit aussi assertivité. Mais moi, j'aime bien alignement parce que, comme dit Brigitte, on visualise tout de suite quelque chose de droit et de fondé, quoi. Mais merci Audrey pour introduire de cette belle manière l'émission du jour. Merci à vous. Avec grand plaisir. Bonne journée à toutes. Merci. Bonne journée. On fait une petite pause. On vous retrouve bien sûr sur Sud Radio 0826 300 300 et on se retrouve pour le Love Conseil justement. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio,
le Love Conseil. Eh bien, Hélène Vecchiali, nous allons rentrer chez vous. On va rentrer dans la maison, dans l'intérieur de quelqu'un. Parce qu'en fait, c'est très révélateur de notre personnalité, la manière dont on a décoré les objets qu'on a, qu'on n'a pas, s'il y a beaucoup de bibelots, si au contraire c'est très épuré, etc. Et en général, un couple qui habite ensemble, c'est plutôt l'un des partenaires qui va s'occuper plus particulièrement de la décoration. Et c'est pas forcément ce qui plaît à l'autre, et c'est tout le propos de ce Love Conseil. Donc je vous invite à faire l'inventaire ce week-end, par exemple, de votre espace commun, qui s'en occupe le plus, quels sont les objets, quels sont les souvenirs qui vous plaisent, et quels sont ceux qui vous encombrent. Peut-être que vous en avez marre de la photo de son ex qui traîne avec ses enfants. Bon, ok, la photo de ses enfants, mais peut-être pas la photo de son ex. Enfin, bon, je plaisante un peu, mais c'est vrai que ça peut être intéressant de faire un petit peu cet inventaire, et quelles seraient les modifications que vous aimeriez faire, notamment dans la chambre à coucher, par exemple. Et puis, est-ce que chacun d'entre vous a son petit espace quand même? Donc voilà, je vous propose vraiment de faire le tour de toutes les pièces, en terminant évidemment peut-être par la chambre. Est-ce que c'est vraiment l'endroit rêvé, ou est-ce que vous pourriez améliorer quelque chose? Quelle serait peut-être la dépense que tous les deux vous seriez d'accord de faire pour améliorer votre intérieur? Bon, en tout cas, c'est une occasion de dialoguer, de faire un point sur son intérieur, qui est quand même assez révélateur de tout ça. C'est une manière peut-être aussi détournée de faire le bilan de son couple. Effectivement, et ça me fait penser à une anecdote où j'ai une amie qui, lorsqu'elle avait rencontré son futur mari, ils s'étaient mariés, etc. Et le premier jour où elle avait été dans la maison de la belle famille, sa belle-mère lui avait fait visiter la maison, et arrivée dans la chambre commune à son beau-père et à sa belle-mère, elle a découvert une chambre rose bonbon, les murs rose bonbon, la couette rose bonbon, et sur le lit conjugal, plein de poupées, une collection de poupées. Et donc, elle, bien sûr, elle avait rien dit. Petite fille, bien sûr, oui. Elle avait rien dit, mais elle m'en avait parlé après en me disant, mais où est la place de cet homme qui rentre dans sa chambre le soir et qui est tout rose bonbon, et sur le lit des poupées de petites filles? C'est quand même surprenant, et la belle-mère faisait visiter la maison sans se rendre compte une demi-seconde qu'il y avait quelque chose d'incongru dans cette chambre commune. Et le mari qui disait rien, par ailleurs. Non, évidemment. Anne est avec nous maintenant. Bonjour Anne. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour aussi à votre invitée. Bonjour Anne. Et Hélène Vecchiali qui est avec nous. Oui. Alors vous justement, vous avez eu, ça a dénoué aussi quelque chose dans votre vie affective, je crois. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, j'arrive maintenant à un âge où j'ai eu plusieurs relations, et je me rendais compte que ça n'aboutit pas. Un âge où vous avez eu, ou vous avez plusieurs relations? où j'ai eu. D'accord. Parce que sinon, on aurait pensé que vous étiez polyamoureuse, oui, Anne. C'était recevable aussi, mais ça clarifie, là. Absolument pas. Je suis célibataire. C'est ma difficulté du moment. Et en même temps, je me rends compte que je préfère être célibataire qu'être mal accompagnée. Et c'est vrai que c'est un temps pour moi, c'est un temps qui est quand même très bénéfique. Et j'imagine que la prochaine personne que je rencontrerai, un homme, pour ma part, sera d'un autre genre, cette relation. Ce sera différent, parce que justement, je suis passée par des étapes où je suis allée vers des thérapeutes, où j'ai fait un travail de connaissance de moi. Et franchement, ça m'aide. Est-ce que vous étiez avec des hommes qui ne vous correspondaient pas, qui étaient pas, qu'est-ce qui n'allait pas? Quand même, j'ai vécu 2 unions d'une quinzaine d'années. C'était quand même pas rien. Et la dernière, ça n'a duré que 3 ans. Et là, ça a été difficile. Et il y a presque 3 ans de ça. Oui, mais attention, parce que si vous avez eu deux relations de 15 ans, vous savez, la moyenne d'une relation, on sait que c'est à peu près ça, 15 ans. En général, au bout de 15 ans, les chemins se sont un peu éloignés. C'est pas surprenant de se quitter au bout de 15 ans. Donc, peut-être pas que c'était des relations si négatives pour vous.
Ah non, 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 je leur reconnais des bienfaits qui m'ont permis d'être qui je suis aujourd'hui en tant que femme. Et je les remercie même. D'accord, donc c'est la dernière relation qui a été toxique pour vous, c'est ça? Oui. En même temps, pareil, j'en prends aussi les bons côtés. Mais c'est vrai que dans mon parcours de vie, j'ai fait 2 années de thérapie jungienne. Oui. Et il n'y a pas très longtemps, un coaching sur 4 séances de 2 bonnes heures. Et il y a eu vraiment un sujet creusé sur l'affect. Oui. Et ça m'a renvoyé des tas de choses. Et alors, quel a été le déclic pour vous? Alors le déclic, c'est que ça revenait sur le thème du père. Et mon père est mort en novembre 2023. Une semaine après, je me suis trouvée dans une constellation familiale et j'ai pu faire ma constelle. Donc le coaching, la constelle, ça revenait à le papa, il est quand même drôlement important dans le choix de mes partenaires de vie. C'est un peu normal, non? Oui, mais en même temps, à l'âge que j'ai passé 60 ans, j'ai mis un temps fou pour m'en rendre compte. C'est souvent long, hein. Et qu'est-ce qu'il y avait de commun alors? Alors, mon père est asiatique, donc il y avait quelque chose avec ailleurs, un homme qui venait d'ailleurs. Oui. Et il était militaire, donc plutôt autoritaire. Oui. Oui, plutôt autoritaire. Et un côté pas très net dans sa façon d'aborder ses enfants, un petit peu toxique, je dirais, ce papa-là. Et c'est vrai que j'ai rencontré des hommes qui pouvaient lui ressembler, vraiment. Ouais, toxique comment? Vous avez des exemples à nous donner? Alors, toxique, oui, il pouvait subvenir à... comment dire, il n'y avait pas vraiment de démonstration d'amour, mais peut-être il nous utilisait un petit peu par rapport à la mentalité asiatique aussi, c'est que les enfants aident les parents. Et par exemple, à nous dire tiens, tu peux pas déclarer ça pour moi, comme ça je paierai moins d'impôts. Mais ça nous portait préjudice par ailleurs. Ah oui. Oui, c'est un exemple, quoi. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose pas exactement de la même façon vécu avec 2 de mes partenaires, mais quelque chose d'un petit peu comme ça, on se demande. Ça, c'était pas clair. Oui. Ouais. Et votre relation qui a duré 3 ans, qu'est-ce qu'il y avait de plus toxique qu'avec les autres? Alors, avec cet homme-là, j'avais la sensation d'être utilisée pour lui ouvrir une porte professionnelle. Ah, d'accord. Ouais, parce que lui, il n'avait pas encore eu cet aspect-là dans sa profession, là, d'être un petit peu en piste dans un domaine particulier. Et mon expérience, vraiment, et quand on s'est quitté, il m'a semblé que ça lui avait assez vraiment rendu service et quelle était la part d'amour dans notre histoire par rapport à ça. Et il vous a rien rapporté dans l'histoire? Vous y avez trouvé quelque chose ou pas? Ah, tout à fait, oui. Mais alors, peut-être que vous avez donné ça et puis que lui vous a apporté autre chose. Oui, je peux le voir de cette façon. Oui, mais ce que vous dites, c'est que vous, malgré tout, même si vous reconnaissez des bonnes choses dans ces 3 relations, vous dites j'ai eu un déclic et je me suis rendu compte qu'en fait, je me laissais être utilisée par les autres comme mon père m'utilisait. C'est ça votre déclic? Ouais, c'est bien formulé, ouais. Vous le formulez de la bonne façon. J'aurais peut-être pas pu le faire moi-même de cette façon. Le dire comme ça, être utilisé, ouais. Il y a de ça. Mais je dirais qu'aujourd'hui, je suis attentive. J'aime pas vivre seule. J'aime pas être sans relation à l'homme. Mais pour rien au monde, si je ressens qu'il y a de cela dans une future relation, tant pis, je n'irai pas. Oui, mais bien sûr, Anne, on s'engage pas avec quelqu'un qui s'engage avec nous par intérêt. On est bien d'accord. Mais il faut faire attention aussi, parce que là, ce que j'entends un peu chez vous, c'est que vous avez tellement peur qu'on vous utilise que vous avez l'air d'être un petit peu trop prudente. Et j'ai peur que ça vous ferme. Surtout que vous m'avez dit que vous étiez seule et que vous n'aimez pas être seule.
Vous voyez, il faut toujours faire attention parce que dans une relation, que ce soit de l'amitié professionnelle ou l'amour, il y a des échanges et on donne ce qu'on a à donner. C'est pas forcément. Je veux dire, faut pas croire tout de suite que les gens cherchent à profiter par exemple, de notre statut ou du fait qu'on ait de l'argent. Enfin, vous voyez, faites attention à ça, de ne pas tomber dans ce travers. Mais est-ce que vous diriez qu'en fait, c'est pas tellement de l'utilisation, mais c'est de la manipulation que vous avez ressenti? Parce que la frontière, elle est mince. C'est vrai ce que dit Brigitte. Souvent, c'est un troc. Il me donne ça, je prends ça, etc. Mais là, peut-être que vous vous dites, c'était de la manipulation, c'est-à-dire on n'était plus dans le troc, mais dans une utilisation un petit peu pervertie. C'est ça que vous ressentiez? Oui, je pense quand même que ça penchait de ce côté-là. Qui est-ce qui a quitté l'autre dans cette relation qui a duré 3 ans? C'est moi. C'est vous? Oui. Et pourquoi finalement? J'ai eu conscience que si je restais, j'allais renoncer à qui j'étais dans mes valeurs pour être arrivée à être une femme plus consciente, plus réveillée. Et il me demandait d'être un peu comme sa précédente compagne. Ça avait duré très longtemps leur union. Ils avaient eu pas mal d'enfants. Genre une femme à la maison et suiveuse. Voilà. Donc là, moi, je me suis dit, je joue gros, quoi. Si je continue là, il faudrait que je lutte pour préserver. Pour vraiment faire en sorte de me respecter. Voilà, oui. De me respecter. Oui, c'est une très bonne raison de partir, évidemment. Oui. Vous étiez... Et vous m'aviez aidé, Brigitte, là, vous m'aviez aidé. Tant mieux, tant mieux. Ouais, il y avait eu une fois là, oh là là, c'était fort pour moi, c'était très fort. Je me rendais pas compte de cette forme de toxicité, quoi. Dans notre histoire. Et voilà, ça l'avait bien révélé. Merci. Non, mais merci à vous d'avoir témoigné. Et encore une fois, c'est intéressant ce que dit Anne sur le fait qu'on choisit quand même un petit peu un homme en fonction peut-être de son père, mais parfois aussi de sa mère. Il faut vraiment savoir que ça peut être d'un oncle, un grand-père. Enfin. Oui, parce que pour l'inconscient, il n'y a pas de sexe. C'est-à-dire dans notre inconscient, c'est la relation qui va nous amener à choisir l'un ou l'autre en fonction du père ou de la mère, mais peu importe. Voilà. C'est important de le préciser parce qu'on a souvent tendance à dire que les femmes choisissent par rapport à leur père et les hommes par rapport à leur mère, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et des fois, c'est les deux en même temps. Exactement. Merci beaucoup, Anne. Merci à vous. Anne. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Hélène Vecchiali est avec nous et elle nous présente son livre tout chaud. Il est sorti hier. Bienvenue en thérapie aux éditions Larousse, dans lequel vous nous montrez à quel point, on a besoin parfois de parler à quelqu'un pour arriver à dénouer quelque chose qui nous empêche d'être heureux et notamment en amour. Bonjour Lily. Oui, bonjour Hélène, bonjour Brigitte. Bonjour Lily. Excusez-moi, bon appétit. Je travaille. J'ai ma bouche pleine. Je vais la finir quand même. C'est pas bien de parler la bouche pleine, hein, Lily. Et non, hein. Non, ça c'est pas joli, c'est sûr. Bon. Oui, moi je voulais faire part effectivement que c'est vrai que sans un regard sur soi profondément, on reproduit jusqu'à se faire bien mal, quoi. Oui. Et une fois qu'on a bien mal, on se dit, qu'on en a marre d'en avoir marre, on se dit, il est peut-être grand temps de regarder plus près. Oui, bien sûr, mais d'ailleurs, c'est parce qu'on a mal. Il me semble, Hélène Vecchiali, que personne va aller faire un travail si tout va bien. Il y a des gens pour qui tout va bien. Oui, tout à fait. Tout le monde n'est pas obligé de faire une thérapie. Mais le principe, c'est effectivement, on souffre et puis on a marre de souffrir et on veut trouver des solutions. Oui, tout à fait. J'étais un puits de souffrance dans tous les cas. Et donc, je suis retombée à la ménopause. Alors j'ai fait semblant pendant des années, comme on fait beaucoup.
Parce que moi, je sors quand même d'une histoire de viol, quoi. Ah, zut. Oui, grand-père, père et frère. Ah, inceste donc. Inceste. Oui, c'est pire. Enfin, je veux dire, ça a été... c'est important de signaler quand même. Hein. D'ailleurs, on en parlera avec Bruno Clavier qui sera avec nous lundi. C'est important parce que ça fausse encore plus les repères parce que c'est des êtres qui sont censés vous protéger, qui abusent de vous. Hein. Oui. Terrible. Et de là, dans une grande famille, en plus, avec 7 garçons, hein, donc 4 grands frères. Hein. Oui. Je suis la première des filles. Et j'ai été le souffle-douleur de ma maman en plus. Donc, je veux dire, on m'a volé mon enfance, mon adolescence, je n'en ai pas eu, quoi. J'étais la bonne de la maison, la servante. Eh bien. Et l'objet sexuel. Bon, voilà. Mais quand même, avec le courage, la volonté, on arrive à sortir de ces schémas, effectivement. Ça a été très douloureux, ça a été long, mais aujourd'hui, je vais bien. Formidable. Voilà. Et alors, à quel âge vous avez commencé à vous dire ça suffit, il faut que je prenne soin de moi? Alors, j'ai suivi des thérapeutes. Alors moi, je suis beaucoup dans l'énergétique parce que mon corps m'a toujours parlé, comme vous disiez très très bien, hein, ce que vous dites depuis toujours, et mon corps me parlait. Donc j'ai vu beaucoup d'énergéticiennes, du Reiki au départ, enfin, de l'hypnose, ceci, cela, et j'ai fini par tomber sur une thérapeute qui fait de la kinésiologie, mais de l'EMDR, enfin, de la médecine tibétaine, enfin un tas de choses, qui elle m'a sorti de l'ornière, je dirais. On a pu désimprimer les événements. C'est-à-dire qu'elle est venue reformater mon disque dur. C'est l'avantage de l'EMDR. Hein, ça marche très très bien sur ces traumatismes. Moi, en tous les cas, ça a très bien marché. Voilà. Et donc aujourd'hui, j'appréhende... Enfin, je suis restée 3 ans vraiment toute seule, 3 ou 4 ans même toute seule, parce que là, je ne pouvais plus avoir un rapport sexuel. C'était pas possible. Ça, c'était impossible, donc, mais ça m'a permis effectivement de guérir et de venir remplir ce que vous disiez avec la première auditrice, parce que je vous ai entendu avec Audrey, la première auditrice. En fait, je suis venue combler ce manque et ce vide que j'avais à l'intérieur de moi. Donc aujourd'hui, là, je n'ai plus peur d'être toute seule, je n'ai plus peur, je ne vais pas aller m'accrocher à quelqu'un pour venir combler ce manque, ce vide. Ce que j'ai fait pendant des années. Oui. Donc j'ai eu des amants et des amants et des amants et des amants, et évidemment ça marchait jamais parce que je voulais faire la sauveuse, évidemment, parce que j'ai quand même cette énergie très solaire, très voilà. Oui, mais on entend dans votre voix que là. Et ça, je pense que vous l'aviez et vous l'avez malgré tout. Hein. Oui. Ah oui, je suis venue avec. Ah oui. D'aussi loin que je me souvienne, j'étais une petite fille très joyeuse, j'aimais sauter, danser, la nature me plaisait, regarder une fleur pousser, et c'est peut-être ça d'ailleurs, ce côté lumineux que vous avez qui a tellement fait que votre mère voulait vous casser. Oui, elle a voulu vraiment m'annihiler, ma maman, ouais, vraiment. Alors aujourd'hui, j'ai même retrouvé, pendant cette thérapie là où j'ai été très très mal, je me suis séparée vraiment de la famille. Hein. Il a vraiment fallu que je fasse cette coupure et alors violemment ma maman, mais voilà. Mais aujourd'hui, avec tout ce que j'ai fait, j'ai retrouvé ma maman. Et ma maman aujourd'hui entame une thérapie aussi à 86 ans. Faut qu'elle veut le faire. Ah ouais, ma mère, non mais extraordinaire. Et je l'ai toujours admirée, ma maman. Et comme je lui ai dit, je m'étais coupée de toi avec violence, mais c'était aussi violent que ce que j'ai subi. Bien sûr. Voilà. Et maman aujourd'hui me reconnaît. Elle reconnaît que, mais elle me dit, je savais pas. J'ai dit, mais maman, je t'en veux plus. T'as fait ce que t'as pu. Et mais elle doit avoir aussi. Mon père était. Oh ma maman, oui, la pauvre. Oui, on est 10 enfants. Hein. Ah oui. Ma maman, ça a été, elle a subi que le viol conjugal. Mon père n'était pas un homme intéressant du tout. Il a été absent complètement, mon père. À part dans ses gestes et dans ce qu'il m'a fait, quoi. Voilà. Oui, elle était un ventre, hein, pour utiliser une expression. Elle a été un ventre, c'est ce qu'on lui a dit à ma maman. Vous n'avez été qu'un ventre. C'est exactement ce qu'on lui a dit. Voilà, mais bon, aujourd'hui, écoutez, voilà, j'ai un compagnon que je vois de temps en temps, mais je ne me laisse plus du tout, je veux dire, je ne me laisse plus du tout influencer, c'est moi d'abord. C'est même plus possible, quoi. Je ne peux pas, on ne peut pas me dévier, comme vous disiez, de mon alignement. C'est plus possible. Donc, voilà. Mais bravo, hein. Ah ouais, parce que non seulement vous vous êtes sauvé, mais vous avez sauvé votre mère. Oui,
je suis en train de... Ouais, ma maman va se sauver. Ah ouais. Ouais, vraiment. Vraiment. Ouais. Oui, non, mais Donc, c'est vrai que votre témoignage est fort parce que vous êtes quand même passé par des choses difficiles et moi ce que j'aime dans votre témoignage, parce que c'est vraiment ce que j'essaye de transmettre à tous ceux qui écoutent, quoi qu'on ait vécu, on peut s'en sortir. Oui. Mais pour ça, il faut sortir du rôle de victime et il faut travailler sur soi. Et c'est vrai que c'est parfois long, c'est parfois douloureux, mais il y a qu'à ce prix-là qu'on peut aller mieux, hein. Ouais, Oui. tout à fait. Et vous n'êtes plus, enfin, ce que j'entends et ce que j'admire beaucoup chez vous dans votre témoignage, c'est qu'on sent bien qu'il n'y a pas des petites notes de haine qui traînent, il n'y a pas de colère, vous êtes en paix. Et ça, c'est ça qui me fait penser que vous allez vraiment bien. J'ai plus de ressentiment, non plus mais même pas envers mes frères et sœurs, parce qu'ils m'ont tous tourné le dos, ouais. Et alors, maintenant, ils le font payer à ma maman, parce qu'en fait, mes frères et sœurs, comme j'ai révélé les choses dans cette famille que personne en fait semblant, hein, bien évidemment, sûr. comme dans beaucoup de familles, bon bref, peu importe, hein. Mais moi, j'ai révélé des choses et tout, donc je les dérange, d'accord. Donc, quand j'étais fâchée avec ma maman, s'ils avaient pu tous me faire enfermer, j'aurais vécu à une autre époque, on m'a enfermé en asile psychiatrique, hein. C'est vrai. Oui, vous avez raison. C'est passé pour folle, hein. Oui, Mais oui. même encore, hein. Vous Mes dérangiez frères et sœurs, trop et donc on vous aurait mis la terrible. camisole de... Ah oui, complètement. Et j'ai un de mes frères même qui travaillait avec le pendule, enfin qui se dit guérisseur, et il avait dit à tout le monde que j'étais bipolaire et que j'étais malade et qu'il fallait que je me fasse soigner et que sinon ça, voilà. Pour vous Bien dire, sûr. hein. Bon, et donc aujourd'hui c'est d'autant plus donc. Mais depuis que j'ai retrouvé ma maman, donc ça va faire bientôt 2 ans maintenant, non mais ils lui font payer à elle, quoi. Ils sont dans une jalousie féroce. C'est un truc de... Mais même ça, je vois ça de loin. En fait, j'ai l'impression de vivre. Non, mais une ce qui pièce de théâtre. est intéressant, Hélène Vecchiali, c'est que le témoignage de Lily montre bien que dans des familles dysfonctionnelles, celui qui va bien renvoie aux autres leur mal-être. Ouais. Ah, oui, c'est spectaculaire, hein. C'est vraiment et que celui qui dit la vérité, il doit être trucidé, Exécuté, quoi. Hein. ouais. C'est pas possible. Hein. Ouais, c'est pas possible. Il faut vraiment qu'il. Mais bravo, parce que c'était un contexte hautement toxique et maléfique, et votre lumière a gagné sur leur ombre. Hein. Tout à fait. Bravo, ouais. Ouais, voilà. Donc je voulais, une lueur d'espoir pour des fois quand on se sent complètement perdu et que j'ai vécu des moments comme ça. Et j'étais au fond du trou. Hein. Oui, on imagine. Que d'une chose, c'était me jeter sous un camion ou me jeter du pont d'Aquitaine puisque j'habite dans la région bordelaise. Je rêvais que de ça, quoi. Et puis non, quoi. Oui, mais votre élan. Ma petite lumière m'a tout tenu. Oui, mais vous avez un élan vital exceptionnel. On l'entend. Oui. On l'entend. Et puis, vu ce que vous avez traversé, c'est évident. C'est évident. Ouais. Mais cet élan vital, on l'a tous. Le problème, c'est que parfois, il est sous une masse de choses qu'il faut aller justement déposer auprès de quelqu'un comme vous, Voilà, Hélène qui va Vecchiali, aider à dépoter, à nettoyer. Et quelquefois, c'est long et douloureux, mais le résultat est extraordinaire, là. Ouais, franchement, ça vaut la peine d'y passer. Oui. Ça vaut la peine de le faire. Ouais, vraiment. Donc voilà, je voulais transmettre cette lueur d'espoir aux auditeurs et aux auditrices, parce qu'il y a autant d'hommes aussi qui souffrent bien sûr. de violences sexuelles aussi. Hein, donc voilà. Merci beaucoup Lily. Merci Lily. Merci à vous. de Merci. votre témoignage et bien bon appétit aussi. Hein, on vous laisse terminer votre repas. Oui, je crois que c'est important de comprendre que quoi qu'on ait traversé, on peut aller mieux. Mais évidemment, plus on a traversé des choses difficiles, plus parfois le parcours peut être long, difficile, etc. Et moi j'aime bien faire le parallèle avec quand on s'est cassé un membre, c'est pareil, il y a de la rééducation et au début, la rééducation ça fait mal. Mais si on passe pas par la rééducation, on garde le membre un peu atrophié toute sa vie. Oui, c'est vrai que ça demande du courage d'entamer une thérapie et une psychanalyse, parce que effectivement, pendant un temps, on va aller remuer la boue, on va aller remuer les plaies, on peut même se sentir plus mal d'ailleurs. Oui, on va aller gratter même des fois des plaies qui sont mal cicatrisées. Mais ce qui est vraiment important à dire, c'est que
très vite, dès les premières séances, on sait si on peut avoir confiance dans son thérapeute ou non. Et quand on a confiance, eh bien, les douleurs sont moins aiguës, moins douloureuses. On sait qu'on va passer par là, mais qu'on est sur le bon chemin avec la bonne personne et qu'on sait qu'on va nettoyer. Et notre corps, là aussi, à nouveau, notre corps le sent qu'il commence à y avoir des toutes petites, des micro-parcelles qui commencent à être respirées, à être lumineuses et à aller mieux. On parle de tout ça avec vous, bien sûr, après les infos. Petite devinette, quel est le baiser qui est le plus en relation avec les odeurs? C'est le baiser du jour. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et on continue à vous aider à vous ouvrir, à mieux vous comprendre, pour mieux aimer, pour mieux vivre, tout simplement. Grâce à Hélène Vecchiali, et je vous conseille vraiment, si vous avez envie de mieux comprendre justement ce que c'est qu'un être humain, je vous conseille son livre Bienvenue en thérapie. C'est aux éditions Larousse. En plus, c'est 17 nouvelles qu'on peut lire comme ça, indépendamment. Et si vous êtes cinéphile, vous apprécierez également parce que à chaque fois, il y a le film qui est l'illustration justement de ce concept psychologique humain. Voilà. Alors, d'abord, je voudrais la réponse à ma devinette. Quel est le baiser qui est le plus en relation avec les odeurs? Alors, il fait très froid dans ce baiser. Le baiser gelé. Le baiser de la mort. Non, le baiser des Esquimaux. Vous savez, ils s'embrassent sur le nez. Ah ouais, c'est vrai. Donc forcément, ils sont plus en relation avec les odeurs. Voilà. Je suis toujours aussi nulle dans vos devinettes. C'est pas grave. Je crois que tout le monde... faut dire qu'elles sont parfois un petit peu tordues, je le reconnais, mais ça m'amuse. Alors, n'écoute pas ce qu'on dit, mais ce qu'on dit des autres. Voilà la devise que je vous propose aujourd'hui. Et c'est vrai que si on veut connaître quelqu'un, on faut pas forcément écouter ce qu'il dit de lui-même, mais en revanche, quand on écoute bien ce qu'il dit des autres, je trouve que c'est très, très, très révélateur. Parce que ce que dit une personne, c'est toujours subjectif finalement, c'est toujours par rapport à soi qu'il va parler. Et quand quelqu'un vous parle des autres, il raconte forcément ce qu'il est, ou en tout cas le reflet de ce qu'il est. Et ça, c'est très, très intéressant parce que moi, je trouve qu'on a intérêt toujours à bien écouter quand on est avec quelqu'un, comment il parle de ses amis, qu'est-ce qu'il en raconte, et est-ce qu'il ramène les choses, comment il ramène les choses à lui, est-ce que ça le fait avancer sur lui? Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui, c'est vrai que, parce que quand on parle de quelqu'un d'autre, il y a 1000 facettes qu'on pourrait explorer, mais si on en choisit une, c'est qu'elle fait écho en nous, c'est qu'il y a quelque chose... Oui, donc vous avez raison, ça parle aussi de nous. Oui. Si quelqu'un, par exemple, vous parle toujours de ses amis pour en dire du mal... Vaut mieux pas être son ami. On est d'accord, voilà, par exemple, hein, bien sûr, bien sûr. Et puis si c'est quelqu'un qui a toujours tendance à voir le beau côté des autres, c'est peut-être une plus belle personne, n'est-ce pas? Tout à fait, voilà. Décoder un petit peu. Bonjour Christine. Oui, bonjour Hélène et bonjour Brigitte, merci de m'accueillir. Bonjour Christine. Je vous en prie. Alors, moi je sors d'une famille de parents divorcés et ils ont divorcé, j'avais 11 ans. Et tout ce que j'ai appris par la suite, je l'ai appris justement quand j'ai fait un travail en moi, mais du coup, j'ai beaucoup souffert de cette séparation et à 11 ans, on n'a pas forcément parlé, donc j'ai dû ancrer chez moi beaucoup de souffrance et du coup, dans l'inconscient, j'ai dû construire quelque chose, un idéal de famille qui ferait que je ne ferais jamais ça à mes enfants et que je réussirais ma vie de couple et de famille à tout prix. Alors, quand vous avez souffert, quand vos parents divorçaient, qu'est-ce que vous avez compris de cette souffrance? Qu'est-ce qui vous a fait souffrir? Ce qui m'a fait le plus souffrir, c'est une non-communication. On m'a pas expliqué les choses et en fait j'ai vu beaucoup mon père souffrir puisque c'est ma mère qui a décidé de partir. Donc ça, j'ai beaucoup souffert de la tristesse et de la peine de mon père. Oui. Vous avez des frères et sœurs? Oui, j'ai un grand frère qui a vécu du tout la chose de la même manière que moi. Oui, parce qu'il était grand déjà.
11 ans, c'est des âges qui sont des âges importants quand il y a séparation. Hein, oui. On est capable de comprendre, mais pas de tout comprendre. Donc c'est un âge charnière, oui. Et donc quand vous étiez donc adolescente, vous vous êtes jurée, vous, de former une famille unie, avec aucun risque de séparation, pour que vos enfants soient très épanouis et ne souffrent pas comme vous, c'est ça ? C'était ça votre deal ? Pas forcément à l'adolescence, hein, parce que j'étais pas vraiment consciente de ce qui se préparait, ce qui s'était tramé chez moi à l'intérieur. C'était, moi, je n'osais pas dire non déjà à l'adolescence, donc j'ai fait n'importe quoi en fait. Mais après, c'est plutôt dans la maturité, où il était vers 25 ans, 30 ans, où là, j'ai rencontré des hommes plus mûrs et où j'ai eu envie de fonder aussi à un moment donné une famille, etc. Je travaillais et c'est là que j'ai rencontré du coup le papa de mes enfants. Et voilà, je crois que c'est dans l'inconscient que j'ai attiré la personne qui lui me mettait en totale sécurité et qui ne me quittera jamais, et donc je pouvais réussir, voilà, ce que j'avais construit moi à cause de ces blessures-là, quoi. Oui. Voilà. Et j'ai vécu près de 20 ans à ses côtés. On a eu 3 enfants et c'est à la naissance de ma 3e fille où j'ai eu beaucoup de mal-être en fait. Et je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi. Je manquais de soutien, je manquais d'écoute, etc. Et du coup, pour sauver mon couple, parce que je sentais que mon couple, je suis allée justement consulter, oui. Faites attention, Christine, parce qu'on vous perd un peu, ce serait dommage. Je crois même qu'on a perdu Christine. Non, c'est bon, elle est là ? Non. Non, on a perdu Christine. Oui, donc là, malheureusement, on sait pas ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle a découvert, hein, mais on peut craindre en effet qu'elle a découvert que finalement cet homme, certes, il ne la quittait pas, mais il ne la rendait pas heureuse. C'est vrai que elle explique très clairement les schémas qu'on peut engranger petit, quoi. On a retrouvé Christine. Oui, Christine. Merci d'être revenue. Oui, alors qu'est-ce que vous découvrez donc à ce moment-là ? Pourquoi qu'est-ce qui va pas ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes pas bien ? Alors, j'ai du mal à savoir exactement qu'est-ce qui va pas bien, mais je suis véritablement en mal-être total. Et c'est en consultation après que j'apprends que finalement j'ai tout, durant ces 20 ans, j'ai tout fait en fait pour construire cette famille idéale. Et je me suis pas assez occupée de mes besoins, peut-être, et je me suis mis un petit peu de côté. Donc, si vous voulez, à côté, aux yeux des autres, nous étions une famille formidable. Voilà. Je gérais tout à la maison, j'avais 3 enfants formidables. Enfin, tout était un couple aux yeux des autres, solide, etc. Alors qu'en fait, ça tenait que sur un fil. J'étais hyper fragile et du coup après c'est le corps qui s'est mis à lâcher, comme beaucoup d'entre nous. Voilà, c'est le corps qui a mis à me poser des symptômes et des pathologies, et là j'ai dû vraiment me sauver moi, quoi. En quoi c'était un mauvais choix de père et pour vos enfants et de mari? Il était pas sécurisant, il était pas là, Justement, il était très très sécurisant. C'est pour ça, je pense qu'on s'est attiré choisi, l'un l'autre. Oui, mais qu'est-ce qui n'allait pas pour que vous ne soyez pas heureuse? Parce que me permettre justement de réussir tout ça, mais à côté de ça, je crois qu'il ne me correspondait pas, ni en tant que père, peut-être, ni en tant que compagnon, à l'écoute, de la complicité, de l'humour, etc. C'est quelqu'un de très juste, de très sérieux, de très pessimiste. Et je m'éteignais en fait, je m'éteignais petit à petit à ses côtés. Oui, en fait, vous étiez complètement dévouée à votre mari et à vos enfants, avec un objectif qui est inconscient, qui était il faut que ça marche, il faut que tout le monde soit heureux, il faut que tout le monde soit heureux, en vous oubliant complètement. Et personne, même pas votre mari, ne se rendait compte que vous n'aviez pas de retour, quoi, que vous donniez dans des puits sans fond pour maintenir votre idéal de famille ricorée. Et en même temps, vous donnez tout à cet homme comme vous auriez voulu que votre mère donne tout à votre père. Oui, et vice versa. Ouais. Je crois que j'ai reproduit le schéma un peu familial. Je crois que j'ai été pendant 20 ans avec quelqu'un avec le même profil que mon papa.
et qui est voilà autoritaire, qui est aussi dans un autre témoignage, j'avais une autre personne aussi dans mon cas qui était militaire en fait, Oui. et donc absent, donc je gérais tout. Et effectivement, mais c'est moi qui ai mis tout ça en place en fait. Oui, bien sûr, bien sûr, vous êtes Oui, responsable. c'est bien de vous responsabiliser, mais lui aussi quand même. Quand on est amoureux et en couple, on est tenu quand même de prendre soin un petit peu de sa compagne. Des besoins de l'autre, en tout cas. Oui. J'ai souvent tiré la sonnette et il n'a pas été en capacité en fait de consulter avec moi ou voilà. Mais c'était confortable pour lui d'avoir une infirmière dévouée totalement. Oui, et une maman aussi, ouais. Et une maman, et une amie, une femme de ménage, et une mère pour ses enfants. Et dire, lui, il avait tout à perdre que vous changiez, hein. Oui, c'est ça. Et quand j'ai commencé d'ailleurs une thérapie et des formations aussi qui m'ont amené aujourd'hui à être thérapeute, je savais que ça allait être un écart qui allait se creuser encore plus parce Bien que sûr. je partais vers moi, vers ma rencontre à moi. Oui. Et j'étais persuadée que j'allais le perdre en faisant ça ou en espérant qu'il vienne me rejoindre à un moment donné, mais il n'a pas pu. Non. Mais merci de ce témoignage, Christine. Je voudrais le signaler une fois de plus. Peut-être que ça va bouger avec la société qui change, mais en tout cas, moi, ce que je constate depuis 24 ans, combien de femmes vont se sacrifier pour leur couple, leur famille, leurs enfants, et tout d'un coup découvrir qu'elles ne se sont pas créées. Elles ont procréé, certes, mais elles ne se sont pas créées. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, parce que je crois que si au début d'une histoire, parce que bon, vous semblez pas avoir choisi un homme toxique, hein. Si au début de l'histoire, on s'impose quand même dans ces désirs d'autonomie et de liberté, je pense que les hommes sont capables de l'entendre. Mais si pendant 20 ans, on se consacre complètement à sa famille, à lui et aux enfants, c'est pas possible de faire marche arrière. C'est pratiquement impossible, en tout cas. Donc c'est vraiment important, dès le début, de garder son autonomie, même si on s'engage avec quelqu'un, il me semble. Oui, c'est vrai que c'est difficile. Et moi, j'avais lu une phrase qui m'avait beaucoup parlé, parce que métaphoriquement, elle était forte. Hein, c'est une femme qui disait « J'étais prête à aller à pied jusqu'à New York pour lui, et lui n'était pas capable de traverser la rue pour moi. » Et ça, c'est vraiment ça. Mais notre difficulté à nous, femmes, alors j'espère que les petites filles sont élevées différemment, mais je crois qu'il y a malheureusement encore de travail à faire. Mais nous, petites filles, on est déjà élevées comme ça. C'est-à-dire, on est déjà élevées dans l'idée de, il faut aider pour le ménage. Il faut, au moment où je débarrasse la table, mon frère, il va aux toilettes et tout le monde trouve ça rigolo. Et puis, je vais aider ma mère, et puis je vais et petit à petit on est amené à faire du bien autour de nous, à se sacrifier, pendant que les petits frères vont rigoler dehors, reviennent avec les genoux troués, et on trouve ça très drôle. Donc c'est vraiment là où ça commence, c'est-à-dire qu'on a l'impression, nous, petites filles, qu'on a de valeur que parce que on est dans l'abnégation et le don à l'autre, et dans la beauté, c'est-à-dire on va mettre des petits chouchous, des petites robes, des petits bijoux pour va montrer à papa comme t'es jolie. Les petits garçons, c'est il s'est encore déchiré son jean, t'as vu comme il est costaud. Enfin, et on voit bien que ce genre d'éducation, même si j'ai conscience que ça bouge, mais ce que je vois chez des gens autour de moi qui ont des petites filles et des petits garçons, je trouve que ça bouge pas suffisamment. Non, mais parce que pour l'instant, les mères sont toujours beaucoup plus fières d'avoir un fils que d'avoir une fille. Peut-être aussi. Peut-être, oui. Et c'est vrai que d'avoir un enfant de sexe différent d'une autre, c'est un exploit. Voilà, j'ai réussi à faire un homme. C'est ceux qui auront le pouvoir, parce que dans le patriarcat, c'est encore eux qui ont le pouvoir. Et on est dans des cercles vicieux qu'il faut essayer de casser. Ça se fait, mais trop doucement, certainement, à mon goût en tout cas. On fait une petite pause, merci en tout cas Christine. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Hélène Vecchiali est avec nous. Bienvenue en thérapie. C'est le nouveau livre de Hélène aux éditions Larousse qui est tout à fait passionnant. Et heureusement qu'on a quand même des hommes qui appellent et des hommes qui témoignent, parce que sinon on va croire qu'il n'y a que les femmes qui s'intéressent à elles-mêmes et qui travaillent sur elles-mêmes. Bonjour Pascal. Oui, bonjour. Bonjour Hélène. Bonjour Pascal. Brigitte. Merci de témoigner Pascal. Oui, écoutez, votre thème m'intéresse puisque en fait, moi qui étais quelqu'un d'extrêmement timide en tant qu'adolescent, Oui. j'étais aimé de personne. Enfin bref. Ça c'était votre idée, hein. Ça, voilà. J'étais aimé de personne. C'était votre. Voilà. Et puis j'ai croyance. appris à recevoir les remarques des uns et des autres, et j'ai surtout appris à identifier les personnes qui me faisaient des remarques. Parce qu'il y a des gens bienveillants, des gens malveillants, puis des gens corrects. Donc, vous aviez quand même, malgré cette timidité, etc., une sensibilité avec une bonne intuition. Et je trouve intéressant ce que vous venez de dire, parce que j'ai envie de le dire à tous ceux qui nous écoutent. Travailler sur soi, c'est aussi savoir profiter des messages positifs que les autres nous donnent. Vous êtes d'accord avec ça, Oui, Hélène ? c'est écouter ses intuitions et savoir... Et là aussi, faire confiance à son corps, qui sent si l'autre est positif ou qui a un petit mal-être, s'il sent que l'autre est négatif. Donc vous aviez ce talent-là, Pascal. Alors, je dois avouer que je rebondis sur ce que Hélène vient de dire, c'est-à-dire que faire attention à son corps. C'est-à-dire, j'ai mal au dos, j'en ai plein le dos, j'ai faim, j'ai envie de faire quelque chose, je suis rassasié, il faut que je me calme et puis que je regarde ce qui se passe. C'est vrai que le corps est un excellent témoin de l'état dans lequel on est, physique, psychologique. On n'est que des humains et on est quand même très sensible à ce qui se passe. Moi, je suis un hypersensible, donc c'est sûr que ça m'a un petit peu aidé. Sachant que on entend beaucoup d'hypersensibles dire c'est une catastrophe. Non, au contraire. Si on a conscience de cela. Au début, c'est pas forcément un atout, mais quand quand on arrive à canaliser notre hypersensibilité, bien sûr que c'est un atout. C'est une force, hein. Surtout que étant plutôt dans les métiers du textile, donc de la mode, ça aide beaucoup au niveau de la sensibilité, du regard des autres, de l'attitude physique aussi des personnes, par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce qu'on ressent, les retours que l'on a. Mais il faut savoir recevoir, c'est très 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 important. Étant jeune, j'avais peur de tout, donc je donnais. Et puis après, j'ai appris à recevoir. Et puis recevoir, c'est, je pense, de bons messages. Recevoir, c'est se permettre de prendre du temps pour analyser. Recevoir, c'est y voir plus clair en soi, quoi. Et tout ça, vous l'avez appris au contact des autres ? Alors, à la fois au contact des autres, à la fois par la profession et le métier, mais aussi à la fois par des professionnels. J'ai eu un divorce très difficile avec, à l'époque, les tribunaux et les forces de police ne donnaient absolument pas raison au papa. Donc, je suis allé voir plus de 40 fois mes enfants, ça m'a toujours été refusé. Et j'ai très très mal vécu ça. J'ai fait une tentative de suicide légère, quoi. Et avec des médicaments qui ne pouvaient pas me tuer, d'après ce que m'avait dit le médecin. Et suite à ça, j'ai été voir un psychologue et un psychiatre. Et effectivement, ça m'a permis d'évoluer. Ça m'a permis de reconnaître des forces et des faiblesses que j'avais. Donc les faiblesses, faut en prendre conscience et puis bien s'appuyer dessus pour ne pas retomber, pour ne pas redescendre. Bien sûr, mais quand on connaît nos fragilités, on se protège, tout simplement. C'est pas, on les change pas, nos fragilités, on les a et on les garde toute sa vie. Mais si on s'en protège, elles ne sont plus dangereuses. Oui, je pense que ce sont des faiblesses au départ et puis ça devient des fragilités. Et fragile et faible, c'est pas du tout la même chose. Fragile, ça veut dire je repère qu'il y a des endroits où il faut que je fasse attention. Et c'est positif. Et si on a des fragilités, c'est qu'on a de la sensibilité et ça c'est plutôt une qualité. Donc tout va bien. Oui, sachant que pour moi les fragilités sont devenues quelque part un socle solide.
C'est ça qui est un peu l'ambivalence, quoi. Oui. Je suis bien assis les pieds sur terre. Je sais que j'ai des fragilités, donc je suis en veille, pas permanente, ce serait trop épuisant, mais je suis en veille naturellement sur ces fragilités de façon à pas replonger. Et ce qui me permet actuellement, dans l'avenir et dans la vie de tous les jours, de faire des belles rencontres. Eh bien, parce que vous êtes une belle personne, c'est pour ça que vous faites des belles rencontres, Pascal. Quel compliment, je vais bien dormir ce soir. J'en suis ravie. Merci en tout cas de votre témoignage. Merci Pascal. Je suis sincère en tout cas, vous le savez. Petite pause et puis on se retrouve pour le sexo-conseil. Comment se préparer à un acte sexuel, vous aurez la réponse dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexo-conseil. Alors, Hélène Vecchiali, se préparer à un acte sexuel, ça pourrait paraître comme ça, un sexo-conseil stupide, mais c'est pourtant très 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 important parce que justement notre désir, il n'est pas permanent et très souvent même, surtout dans des couples au long cours, il est un peu endormi notre désir. Donc le principe de ce Love Conseil, c'est se préparer à faire l'amour, c'est donc éveiller son désir, un peu comme on prépare un repas. Donc, vous savez, quand vous préparez un repas, d'abord vous préparez des choses que vous aimez bien et vous commencez un petit peu à saliver. Et donc, c'est pareil, il faut prendre son temps et prendre le temps nécessaire. Et suivant les gens, ça va dépendre. Il y a certaines personnes qui ont besoin de se sentir confortables physiquement. Il y en a d'autres, c'est le décor qui a une importance. Alors il y en a qui ont plutôt un tempérament très pulsionnel, donc leur désir sexuel s'éveille très vite, je dirais même trop vite. Donc attention aussi, parce qu'il faut apprendre à le différer un petit peu afin de ne pas sauter sur le partenaire dès qu'il rentre, dès qu'il franchit la porte, parce que ça aura un effet négatif. En revanche, les personnes hyper émotives, il faut qu'elles règlent ce qui n'a pas été réglé, parce que sinon, il y a une sensibilité un peu écorchée qui fait qu'on n'est pas disponible à un rapport sexuel. Elle sera pas en accord avec son désir puisqu'il y a un conflit sous-jacent. Vous êtes d'accord aussi avec ça? Oui. Quelqu'un de très cérébral, il doit vérifier qu'il n'y a pas un sujet trop important qui est sur la table et qui n'est pas encore réglé parce que sinon il va pas pouvoir être dans son corps et dans son ressenti puisque l'acte sexuel c'est quand même dans le corps que ça se passe et donc il va être plutôt en train de penser aux problèmes à régler et qui va lui empêcher d'avoir du plaisir. Voilà, donc tout ça c'est important d'abord de connaître comment on fonctionne par rapport à la sexualité, par rapport au désir, par rapport à la sensualité. Et justement, la sensualité, c'est un bon moment d'ouvrir la porte, un bon moyen, d'ouvrir la porte à son désir, suivant le sens qui est plutôt facile à éveiller. Si vous êtes plutôt visuel, si vous êtes plutôt olfactif, auditif, etc. Donc voilà, si vous êtes très tactile, pourquoi pas un massage avant. Donc préparez-vous et forcément vous allez le retrouver votre désir. Oui, et puis communiquer. C'est-à-dire être capable de dire à l'autre, non, là ça va trop vite, non, pas tout, j'aimerais ça, je préfère ça, voilà, et pas essayer de le deviner. Oui, ou de croire que parce que vous aimez que ça se passe comme ça, l'autre... Faire la même chose, bien sûr. Voilà, bien donc sûr. Je pense que c'est vraiment important. Respecter les différences, oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'on aime mieux si on se connaît bien? Mathias est avec nous. Bonjour Mathias. Bonjour Mathias. Bonjour Mathias. Mathias, on vous écoute. Excusez-moi, il y a un peu de vent, j'étais en plein air. Vous avez bien raison, profitez. J'ai été me promener, il y a encore du beau temps. Vous avez raison d'en profiter parce que nous, on est en studio, on ne sait même pas quel temps il fait. Mais bon, alors, vous pensez qu'on aime mieux quand on se connaît bien, soi-même, donc, et vous allez essayer de convaincre Jérôme qui peut-être terminé aussi sa promenade. Bonjour Jérôme. Bonjour Brigitte et bonjour Mathias. Et donc vous pensez que pas forcément, que c'est pas forcément vrai. Alors Mathias, qu'est-ce que vous dites pour convaincre Jérôme? Moi personnellement, j'ai été des deux côtés de la barrière et donc j'ai été consommateur en soirée et en rencontre, pas du troisième type mais d'un soir. Mm-hmm. Et puis je suis libertin depuis de nombreuses années et puis maintenant c'est complètement différent parce que je m'attache à surtout connaître les gens parce qu'il n'y a pas que ça et que j'aime bien savoir avec qui je suis, connaître
Et puis ça nous permet aussi, parce que moi on était à 4 en suivi, puis après maintenant on a 3 depuis 4 ans, donc on est en trio établi. Et ben il y a des choses il y a des choses qu'on peut pas faire quand on connaît pas, quoi. Enfin moi j'y arrive pas, et puis les gens avec qui je suis, ils sont de la même optique, parce que les attentes d'une femme qui a besoin d'être en confiance et de pouvoir explorer, je dirais, les arcanes du plaisir comme elle en a envie. C'est vrai c'est beaucoup plus facile avec mes interlocuteurs parce qu'on se connaît excessivement bien. Je vais donner un exemple tout bête, en matière sexuelle, quand vous pratiquez une double. Une double pénétration, Oui. Faut que la femme avec qui vous la faisiez, déjà, elle ait une certaine envie, et puis après, il faut que une bonne complicité avec l'autre homme, oui. Avec l'autre homme aussi, même si moi je suis hétéro complètement et lui aussi, il faut avoir une sacrée bonne complicité, parce que c'est pas facile du tout. C'est pas comme la majorité des gens pensent que c'est comme dans le milieu X. Non, c'est pas du tout facile, et on a besoin, moi je trouve que j'ai besoin de plus en plus d'avoir cette perception, ce ressenti. Bien se connaître. Et alors Jérôme, qu'est-ce que vous répondez à Mathias ? Moi je pense qu'il faut mettre la personne en confiance, déjà avant tout, et ça se ressent un petit peu au tout départ, je dirais. T'es pas obligé d'avoir 20 ans de vie avec quelqu'un pour la connaître par cœur. Aujourd'hui, en tout cas à mon âge, à nos âges, on arrive à comprendre les gens, et si tu mets la personne féminine face à toi en confiance, entre guillemets, que tu la mets en confiance, que tu la mets, comment on pourrait dire ça, à l'aise. À l'aise, exactement. Je pense que tu n'as pas besoin d'avoir 20 ans de vie. Enfin, j'ai dit 20 ans, pour exagérer bien sûr. Tu n'es pas obligé d'avoir 20 ans de vie. Bon, après les 20 ans de vie, j'ai jamais pu les faire. Ça s'est toujours coupé un petit peu avant, bien trop souvent avant d'ailleurs. Mais non, je pense que tu peux. Donc Jérôme, vous pensez que c'est pas la peine de bien se connaître pour être heureux en amour. C'est un peu ça que vous dites. Vous dites on découvre tout de suite. Non ? Qu'est-ce que vous dites ? Si, tu as tout à fait raison, Brigitte. Sauf que dans ces cas-là, j'aurais jamais été heureux en amour, parce que j'ai jamais su connaître quelqu'un entièrement. Je veux dire, pour la connaître entièrement, c'est très dur. Et ça n'a jamais duré assez longtemps chez moi pour se dire je la connais par cœur. Puis on ne connaît pas les gens par cœur non plus. Non, on se connaît déjà pas par cœur, alors connaître l'autre par cœur, ce serait... J'ai du mal pour moi, tu as raison Brigitte. Mais je vous rassure, moi non plus je me connais pas par cœur. Je peux être encore surprise par certaines de mes réactions. Mais finalement, vous dites un peu la même chose tous les deux, il me semble, non Hélène ? Non, il me semble que Mathias dit il faut prendre le temps, bien se connaître, et vraiment qui a une histoire de longévité. Tandis que Jérôme, j'ai l'impression que vous dites moi je perçois tout de suite ce qui lui va, ce qui lui va pas, et j'ai pas besoin d'autant de temps que ça, c'est ça que vous dites Jérôme ? Voilà, je me lasserai plus facilement peut-être que Mathias, mais je pense que tu peux découvrir la personne. Et d'ailleurs, tu peux faire aussi découvrir la personne comme tu peux aussi en découvrir sans avoir passé 20 ans ensemble. Je dis toujours les 20 ans au hasard, oui. Sans avoir passé ni 1 an ni 2 ans ensemble. En quelques bons petits plaisirs, tu peux apprendre de l'autre comme non, tu n'es pas obligé, je pense. Vous faites confiance à votre intuition ? Carrément. Et elle vous a jamais trompé, Jérôme ? Si, c'est arrivé, mais c'était encore plus court que ce que mon intuition a donné dans ces cas-là. Donc elle vous a pas, donc elle vous a pas trompé. C'est-à-dire que si vous êtes avec quelqu'un puis vous vous rendez compte que ça va pas, vous arrêtez et puis c'est tout. Donc vous êtes pas. C'est le jeu, oui. Non, il faut pas. Oui, voilà. Vous êtes un spontané. Je crois. Oui, alors que Mathias, vous aimez être sûr d'avoir les mêmes valeurs. Remarquez, quand on vit en troupe, il vaut mieux être sur ces valeurs-là. On vit pas en troupe, mais on a nos pratiques qui sont comme ça. Vous formez vous êtes souvent en trio sexuel, c'est ça ? Voilà. D'accord. Voilà. C'est pas ça tout à fait. Très bien, oui, mais c'est pas la même chose.
il faut. Non, mais c'est mes amis en dehors de ça aussi. Donc moi, il me faut. Donc c'est un couple avec qui vous pratiquez le trio, c'est ça? Oui. Alors en fait, grosso modo, pour faire l'historique vite fait, c'était mes amis avant que ça devienne mes complices en plus. J'étais à l'époque en couple. On a pratiqué à 4. Mon ex-compagne a décidé de faire la route toute seule et nous on a continué tous les 3 et ça marche tellement bien qu'on fait ça depuis 4 ans et demi et bon, eux ils voient aussi des gens de leur côté de temps en temps, moi aussi ça m'arrive, mais ça n'a rien à voir avec par rapport à nos pratiques parce que oui, il se passe quelque chose de fort entre vous tous les 3. Voilà, et puis que madame se laisse quand même sacrément plus aller quand on est tous les 3. D'ailleurs, il y a clairement, pour elle, il y a des pratiques qu'elle ne fait jamais en dehors de notre trio. Et justement, tiens, puisque vous parlez beaucoup de sexualité, Mathias, je pose la question à Hélène Vecchiali. Pour vous, en tant que psy, Hélène, qu'est-ce que la sexualité, nos pratiques, nos fantasmes permet de connaître et de comprendre sur nous-mêmes? Bien, énormément de choses, bien sûr, parce que là, à nouveau, on est dans le corps. Donc, est-ce que je fais confiance à l'autre? Est-ce que je me laisse aller? Ou est-ce que je suis un peu sur la retenue? Est-ce que je vais oser parler, communiquer? Ou est-ce que je vais vouloir être devinée comme j'aurais aimé que mon père ou ma mère me devine? Est-ce que je reste dans le contrôle? Est-ce que je reste dans le contrôle? Est-ce que, en tant qu'homme, je règle des comptes avec ma mère en satisfaisant pas tout à fait ma partenaire, parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus au corps de ma mère que le corps de cette femme. Enfin bref, je pourrais vraiment commenter ad libitum comme ça sur tout ce qui peut se jouer là. Bien sûr, c'est là, sans doute, c'est dans cette relation-là que tout est dit sur le couple. Oui, bien sûr. Et puis, c'est sûr que comprendre aussi quelles sont nos peurs, ça parle de nous, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Bon, et ben merci tous les deux, en tout cas, d'avoir joué le jeu. Merci. Merci à toi, Jolie. Merci Jérôme, donc. Et... Oui, pardon. Est-ce que les femmes peuvent penser comme nous? Est-ce qu'il leur faut autant de temps? Est-ce que c'est pareil? Parce que là, vous avez 2 hommes, Mathias et moi. Mais est-ce que le modèle féminin pense aussi comme on pourrait penser nous, quoi? C'est-à-dire que vous pensez comment, alors? Déjà, dites-nous. Ah non, mais pensez, excusez-moi, est-ce qu'il faut une relation longue? Est-ce qu'il faut bien se connaître, etc. Sur ça, quoi. S'il y avait 2 femmes au lieu de la place de nous, deux hommes, comment qu'est-ce qu'elle dirait et comment elle réagirait? C'est ce que veut dire Jérôme. D'accord, merci Mathias d'interpréter une parole d'homme, parce que moi je ne suis qu'une femme. Je pense, sans trop m'avancer, je pense que nous les femmes, on préfère bien connaître, on préfère prendre le temps de savoir qui est l'autre. Voilà, nous sentir en sécurité. Si on parle de relations sexuelles, nous sentir en sécurité avec quelqu'un. Pour tout un tas de raisons, ne serait-ce que parce que physiquement l'autre est souvent plus costaud que nous, parce que être pénétré, c'est quand même un acte qui, pour certains, peut être un peu de l'ordre de la violence psychique. Au sens symbolique, bien sûr. Violence au sens symbolique. Donc il y a tout ça qui fait que, bien sûr, on préfère mieux connaître l'autre. Parce que d'une certaine manière, si on reste comme ça dans le stéréotype de l'acte sexuel, vous prenez, et nous on offre. On s'ouvre. Quand on fait rentrer quelqu'un chez soi, on aime mieux savoir qui c'est. On n'ouvre pas au premier venu. Toc, 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 qui est là? Vous êtes d'accord, non? Avec cette image? Brigitte, je vais vous redire un petit peu, parce que j'ai eu quelques expériences où c'était plutôt comme ça, ouais. Oui, mais il y a toujours les exceptions qui confirment. Ici, puis hop. Non, mais si c'est juste pour une relation comme ça, entre 2 portes, vite fait, bien fait, voilà. Mais si on parle d'un couple, même qui vient de se rencontrer, mais qui a quand même envie de voir si ça peut être une belle histoire, là, on a envie de connaître.
Oui, et puis Mathias, n'oubliez pas que vous êtes quand même libertin et que dans le libertinage, on est quand même avec des femmes qui font partie d'une catégorie un petit peu plus marginale. La liberté de choisir. Oui, et puis qui sont des femmes qui sont généralement très à l'aise dans leur corps et dans leur sexualité et qui prennent du plaisir sans se poser de questions. C'est pas le cas de toutes les femmes. Le libertinage ne représente pas la majorité des femmes. Hein. Non. Dommage. Ça, c'est vous qui le dites. Mais... Jérôme Sniff. En tout cas, merci tous les deux de votre bonne humeur. Merci Mathias, merci Jérôme. Allez, on fait une petite pause et puis on se retrouve dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie ? 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Hélène Vecchiali est avec nous à l'occasion de la sortie de ce livre Bienvenue en thérapie aux éditions Larousse, dans lequel vous comprendrez mieux le fameux complexe d'Oedipe, vous comprendrez mieux la jalousie, le désir, les secrets de famille, que sais-je encore, ou quand on aime un fantôme, quand on aime quelqu'un et que du coup on n'arrive pas à aimer celui qui est à côté de nous. Arnaud, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Bonjour Arnaud. Merci Arnaud. Je vous écoute. Alors, du coup, la question c'était de si faire un travail personnel, est-ce que ça permettait de faire de meilleurs choix dans sa vie amoureuse? Et pour moi, c'est un grand oui. Moi, je pense être partisan vraiment du travail personnel. Je suis thérapeute et j'ai un compte Instagram où je partage de la philosophie, de la psychologie, de la spiritualité. Et pour moi, vraiment, je pense que c'est des bons leviers dans un processus d'individuation. Je crois que vraiment, dans une vie, si la vie c'est quelque chose d'expérimental, où on n'a pas une science infuse de tout, mais il faut essayer de chercher, de se découvrir. Et parfois aussi de guérir de ses blessures. Je pense que certains peuvent mettre toute une vie à guérir d'une éducation ratée, et le but étant de ne pas répéter ce qui a pu nous générer des souffrances. Donc je crois qu'effectivement le fait d'apprendre, de découvrir, de s'élever, de sentir, de réfléchir, d'analyser, d'aimer, ce serait de pas se conformiser à des situations. Ce serait sortir des cycles qui nous limitent et pour pas s'affranchir d'une relation compensatoire. Alors évidemment Arnaud, je crois qu'Hélène et moi on est d'accord avec vous, hein, bien sûr. Oui. Mais je voulais ajouter quelque chose pour tous ceux qui nous écoutent, qui me paraît peut-être important. Il y a ceux qui, comme vous Arnaud, réfléchissent, essayent de trouver des réponses, etc. Et notamment grâce à la philosophie, vous en avez parlé. Hein. Et puis il y a ceux qui vont passer à l'action pour se sortir d'un mal-être. Et après tout, c'est pas forcément, enfin, on n'a pas à juger. Chacun fait ce qu'il peut. Hein. Moi, je pense à des gens qui vont choisir des métiers très, comme par exemple la politique. Hein. On sait que souvent, dans le choix de ce métier-là, il y a quelque chose qu'on essaye de réparer. Enfin, et puis je pourrais citer bien d'autres métiers. Hein. Oui, c'est sûr que il y a des solutions pour échapper à notre mal-être. La sublimation, par exemple, hein, Freud explique que ça permet d'échapper à soi par l'art, par les artistes. Ça peut être effectivement la politique, ça peut être l'écriture, ça peut être... Donc il y a tout un tas de façons d'échapper à son mal-être. Hein. Ça peut être aussi d'aller sauver les autres. Et la solution sans doute la plus efficace, mais la plus difficile, c'est d'aller regarder à l'intérieur de soi. Donc vous avez raison Arnaud, il y a tout ce travail-là à faire et pour beaucoup c'est difficile d'y aller, mais
il faut agir. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce qu'il y a des artistes, vous les avez certainement entendus, Hélène Vecali, qui disent non, je veux surtout pas faire de travail parce que je vais perdre mon talent. Ce qui est faux, le talent va être décuplé. C'est vrai, oui, c'est faux, le bien leur sûr. Dire. Mais ils ont cette impression, cette impression. Oui, c'est vrai, tout à fait. Arnaud, par rapport au thème qu'a proposé Brigitte, est-ce que vous avez eu, justement, parce que vous avez une voix quand même assez jeune, il me semble, est-ce que vous avez eu un moment, vous, un déclic qui vous a amené à réfléchir sur vous et puis plus tard à devenir thérapeute ? Oui, moi je crois que il y a eu ce sentiment de ne pas être maître de ma vie, de laisser un peu couler, un peu ce qu'on peut s'apparenter à une espèce d'homme machine, de quelqu'un qui suit le courant sans vraiment y apporter de la conscience. Je sais que ça, à peu près à mes 28 ans, j'en ai 34 maintenant, mais et qu'est-ce qui s'est passé à 28 ans? Perte de goût. Vraiment, je me souviens, j'ai encore l'image très clairement d'une perte de goût en manière des papilles gustatives, quoi. J'avais vraiment, je me disais, il y avait quelque chose. C'était pas encore Covid, on en parlait pas encore. Oui. Non, c'était pas vraiment très acté, mais dans la sensation, je dirais que c'était ça, une espèce de sorte de perte de saveur comme ça. Et puis oui, il y a eu une sorte de déprime qui me disait mais comment ça se fait qu'on en arrive dans des constats que j'avais plus général de la vie, disons, où je me suis dit mais comment ça se fait que on ait fait ensemble collectivement une vie qui a cette saveur là, quoi. Et pour moi il y avait une sorte de colère ou du moins aussi une sorte de désemparement, je dirais, donc un besoin de vous aviez perdu un petit peu votre élan vital, quoi. Il y a le goût de vivre, quoi. Et puis dans une grande interrogation, je me posais la question de Dieu, de toutes ces choses. Qu'est-ce qu'on fait en fait dans cette espèce de mal-être collectif que j'avais l'impression de vivre, et dans cette espèce même d'hypocrisie, je crois, collective, quelque chose un peu comme ça, où j'avais cette sensation-là. Mais c'était dû plutôt parce que vous étiez dans un domaine professionnel difficile. C'était les médias. Quel a été un peu tout, je pense, dans des relations, dans la vie au travail, dans les médias, C'était il y a 7 ans, donc c'est en 2017. Ouais, quelque chose comme ça. Oui. Voilà, mais c'est un cumul, clairement, qui, je crois, fait prendre conscience de se dire que à notre échelle, et dont pour moi vraiment le fait de consulter un thérapeute et de faire un travail personnel sur soi, du moins de se rendre compte d'avoir le luxe de la réflexion. Oui, exactement. Et je crois que à partir de ça, pour moi, on est un peu sauvé. On reprend son principe d'individu et on essaye d'apporter ce qui nous fait du bien, quoi. Pour moi, on découvre ses vrais désirs, et on n'est plus dans les désirs que la société nous impose, ou nos parents. Oui, enfin. Exactement, c'est pour moi l'écoute de soi, c'est s'affranchir justement des schémas familiaux, sociaux, éducatifs, et c'est en ça qu'on reprend le contrôle. Pour moi, il y a la première étape, c'est la guérison, et la deuxième, c'est presque la générosité. On va vouloir agir pour que justement cette paix intérieure agisse, fasse du bien, et c'est pour ça qu'il y a aussi cette espèce de générescence dans les thérapeutes et le fait ou que ce soit des coachs ou que ce soit des gens comme ça qui ont compris pour moi et aident dans cette chose qu'ils ont captée. Oui, méfions-nous quand même un peu des coachs aujourd'hui, parce qu'on les met un petit peu à... Non, mais je suis désolée, je suis obligée, Arnaud, parce que n'importe qui aujourd'hui peut se mettre coach, et en général, le coach, il va vouloir vous montrer ce qu'il a fait pour aller mieux, et ça marche pas avec tout le monde. Tandis qu'un normalement, un bon thérapeute, il essaye de guider l'autre en fonction de ce que l'autre est, et non pas en fonction de ce qu'il a appris lui. C'est bien sûr, mais au-delà et vous avez raison de faire de la prévention, mais au-delà de ça, pour moi ça veut dans une
une vue collective ou une vue un peu élargie, je dirais que ça démontre en fait dans cette augmentation là des coachs et des thérapeutes, ça montre bien que il y a un malaise dans la société et on va essayer de tourner comme ça vers une autre direction, en tout cas que celle qu'on suit actuellement, je dirais. Oui. Bien, écoutez, merci Arnaud, en tout cas. Merci beaucoup Arnaud de votre témoignage, tout à fait juste, hein, bien sûr. Je pense qu'on a tout à gagner d'apprendre à se connaître parce qu'au moins on est plus en phase avec ses propres désirs et non pas ceux de nos parents ou de la société. Hélène Vecchiali, merci beaucoup et bravo pour ce merci livre. Brigitte. Bienvenue en thérapie aux éditions Larousse. Tout de suite, vous allez retrouver Alexandre Delovan et demain on sera avec Claude Parisot. Comment mieux communiquer? Voilà aussi un vrai sujet qui est d'actualité. À demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons